Nous entamons la seconde partie de l'Africa Newsroom avec notre nouvel éditorialiste Jean-François Akanji Kombe, ainsi que Camille Sari et Nadia Lamarbi. Voici le dossier du jour. La Côte d'Ivoire est un pays cosmopolite où on l'entend vécu en harmonie, de grandes religions monothéistes. Malgré la crise politique qu'a connue ce pays, les chefs religieux ont œuvré pour que les clivages politiques ne se transforment pas et ne soient pas instrumentalisés en division entre chrétiens et musulmans. Olivier Conan, notre correspondant, est allé à leur rencontre. La Côte d'Ivoire est une nation multiconfessionnelle. Les musulmans représentent 38% de la population, les chrétiens 28% et les animistes 34% selon l'Institut national de la statistique. Le pays compte également 60 ethnies issues de 4 grands groupes, les Mandés, les Gours, les Akans et les Krou. Malgré cette diversité, le pays n'a pas sombré dans les affrontements interethniques après plus d'une décennie de crise. La guerre qu'a connue le pays ne s'est pas transformée en guerre religieuse. Au contraire, tout au long du conflit, les Ivoiriens sont restés solidaires pour promouvoir la réconciliation nationale sous l'égide des leaders religieux et chefs traditionnels. Comment s'y prennent-ils? Quels sont les actes posés? Travaillent-ils en concert avec la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation? À la vérité, les chefs traditionnels et religieux se sont impliqués avant, pendant et après le conflit pour préserver la cohésion sociale et réduire les effets dévastateurs des affrontements. Nous sommes un peuple héritier des valeurs que nous ont léguées nos parents, nos arrière-parents. Ils ont vécu en symbiose, en bonne entente, dans la tolérance, dans l'acceptation mutuelle. Nous devons être les continuateurs de ce passé glorieux. La Côte d'Ivoire a besoin de la solidarité. La solidarité. Il faut éviter de penser « je suis Djoula ». Il faut éviter de penser « je suis Bété ». Il faut éviter de penser « je suis Agni ». Il faut éviter de penser « je suis Baoulé ». Il faut éviter de penser « je suis Abouré » ou de telle région, de telle région. Revenons un peu à l'esprit oufouettiste. Soyons des Ivoiriens. L'action des leaders religieux pour éviter les conflits confessionnels remonte à 1996 et a conduit à la création du Forum national des confessions religieuses. Ce regroupement a permis d'isoler la religion des soubresauts politiques. Depuis sa création, le Forum national de confessions religieuses est dirigé par Jacob Ediemou, chef de l'église du christianisme céleste. Avec ses pairs, ce dignitaire religieux a sensibilisé les Ivoiriens à éviter les amalgames entre religion et politique. Grâce à Dieu, au cours de la crise, pendant que le diable voulait qu'on dise que c'est une crise religieuse, le nord musulman, le sud chrétien, bien, Dieu n'a pas voulu. Nous sommes mis ensemble et nous allons partout pour dire que Dieu est unique, il est esprit. Donc si un esprit, il est unique, nous sommes des corps. Si on sommes en esprit, on est un. Donc un pour tous, tous pour un. Si les leaders religieux sont à la pointe du combat pour la réconciliation nationale, les chefs traditionnels jouent également un grand rôle. Le village d'Ono, dans la région de Bonoa, est un exemple original. Ici, le Conseil de la notabilité est constitué des représentants des différentes ethnies du pays et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ce que je donne comme conseil à la nation, l'union, l'entente. Il n'y a pas le sang d'un Burkinabé qui n'est pas égal au sang d'un Ivoirien. C'est le même sang qui coule. C'est la même peau. Donc il faut qu'il y ait l'entente entre nous. La division ne sert à rien. Moi peut-être je suis du PDCI, lui il a dit RDR, l'autre de FI. Mais quand on se retrouve, le côté politique on laisse, nous parlons de notre village. Les politiciens sont de l'autre côté. Voici comment nous vivons ici. Si le village a été préservé des conflits politiques, c'est parce que toutes les communautés ont mis en avant la fraternité des populations ayant un intérêt commun pour vivre ensemble. Dans le bureau, on travaille ensemble. On ne connaît pas de problème de politique. Ce qu'on connaît problème de politique, on doit être desserré. Nous, on a tous les bonheurs ici. On a Ono et comme poisson dans l'eau, on est libre.
Le fait très rare d'associer les communautés étrangères à la gestion des affaires du village est la raison principale de la préservation de la paix à Ono. Toutes les communautés, petites qu'elles soient, grandes qu'elles soient, font partie des décisions qui seront prises pour le développement du village. Quand il y a un problème, le chef consulte toutes les composantes du village. Ça fait que quand il y a un événement qui arrive, tout le monde est au parfum et chaque responsable de communauté a le temps d'informer sa communauté. Et ça apporte facilement la calmie. Pour apporter la calmie, les radios confessionnelles ont joué leur partition. La radio Al-Bayan, dirigée par l'imam Sissé Djigiba, a ainsi été mise à contribution pour lancer des messages de paix et de réconciliation. Nous avons invité des prêtres, des pasteurs à la radio pour nous asseoir pour parler de religion et paix. Nous interpellons alors tout un chacun à observer ce credo. No peace without justice. Il n'y a pas de paix sans justice. Et comme il n'y a pas de paix sans amour. Cette guerre en Côte d'Ivoire a failli être interprétée encore comme une guerre de religion. Nous avons dit non. En tant que musulmans, en tant que catholiques, en tant que protestants, tous ensemble, d'une même voix, nous avons dit ce conflit est politique et non religieux. Les chefs traditionnels, pour leur part, sont satisfaits de l'adoption par le gouvernement de leur statut officiel. Cela consacre l'importance de leur rôle dans la société. Il faut maintenant faire de la prévention. Il faut commencer à voir quelle est la méthode que nous souhaitons, par exemple pour l'an 2015, pour ne pas arriver à ce que nous avons tout fait pour éviter les années écoulées. Chefs religieux et traditionnels regrettent de ne pas être beaucoup plus représentés au sein de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Ils continuent néanmoins à œuvrer pour la cohésion des Ivoiriens. Nous ne battons pas, à cause de Dieu, que l'an 2014 soit le commencement d'une nouvelle vie. Quelle que soit notre situation, nous sommes des enfants, des bébés devant nos mamans. Et que nos mamans se réveillent et que la Côte d'Ivoire soit née de nouveau comme au temps de Fouet. Pour que vive l'amitié, vive la fraternité, que nous soyons le pays de la vraie fraternité. La Côte d'Ivoire continue de panser ses plaies après la crise. La décrispation politique avec la libération des prisonniers fidèles à l'ex-président Laurent Gbagbo est un signal fort pour la réconciliation. Cependant, l'action des leaders religieux et chefs traditionnels doit être saluée à sa juste valeur. Dans les temples, églises, mosquées et villages, ils agissent au quotidien pour amener tous les Ivoiriens à emprunter le chemin de la véritable réconciliation nationale. Camille, est-il primordial dans nos sociétés que les chefs religieux, que les chefs traditionnels s'impliquent dans la résolution des crises et des conflits? Marie-Angèle, c'est le rôle, et d'autant plus que c'est très important ce rôle-là. Moi je me souviens, il y avait une exposition française à Abidjan et qui était organisée par l'ambassade de France et ils ont tenu à ce qu'il y ait des marabouts, à ce qu'il y ait des chefs religieux musulmans et chrétiens pour bénir cette exposition. C'est dire la place des chefs religieux à ce niveau-là. Mais le problème, moi je fais plus confiance à ces chefs religieux pour apaiser qu'aux hommes politiques. Pourquoi? Parce que Colombe Bédier, quand il a commencé à cette polémique pour éviter que Alassane Ouattara soit candidat aux élections présidentielles, il a inventé ce qu'on appelle l'ivoirité en disant, laissant penser que Alassane Ouattara c'était un musulman, qu'il était de mère burkinabé, etc. Donc c'est toujours malheureux de penser que la religion est instrumentalisée par les hommes politiques parce qu'ils ont divisé, ils ont des carrières. Mais moi je pense que les hommes religieux devraient se démarquer. Mais là il n'était pas question de religion. Voilà, ils se démarquent justement de ces visées. Et s'ils sont honnêtes et ils respectent leurs préceptes religieux, la religion c'est pour l'éternité. Donc c'est pas pour soutenir tel ou tel homme politique, c'est pour la paix. C'est ça le fond de toutes les religions. Votre avis, Nadia, diverge-t-il de celui de Camille ou il se rapproche? Disons de confiance vis-à-vis des hommes politiques, par exemple. Alors, pour le coup, à mon sens, l'intervention des responsables religieux
est nécessaire, surtout en cas de conflit. Parce que j'ai toujours été partisane d'une construction étatique et de la présence d'une administration forte, d'une société civile forte. Si l'État n'était pas aussi défaillant, il n'y aurait pas besoin de faire appel aussi à des responsables religieux. La religion est une chose. On ne doit pas, à mon sens, c'est un avis tout à fait personnel, intégrer la religion dans une politique générale. On ne doit pas faire de responsables religieux qui sont là pour apaiser peut-être nos âmes, pour nous aider à nous élever spirituellement, mais qui ne sont pas là pour gérer normalement, théoriquement, un quotidien qui est lié à la ville, à la construction politique et aux représentations politiques des uns et des autres. Ce n'est pas les religions qui font la politique. Et à chaque fois qu'on a fait cette confusion-là, toutes ces confusions ont mené à la guerre. Bon, dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est un peu particulier parce que mais encore une fois, c'est lorsqu'il y a défaillance de l'État que la prévalence des représentants religieux est forte. Êtes-vous pour ou contre l'implication des chefs religieux et des chefs traditionnels d'ailleurs dans leur ensemble, dans l'évolution, dans la résolution de ces conflits, dans l'apaisement des conflits? Moi, je suis fondamentalement pour. Je suis fondamentalement pour, à condition de rappeler quand même que lorsqu'il y a dans ces conflits, lorsqu'on parle de conflits religieux, comme c'est le cas en Centrafrique aujourd'hui, comme ce fut le cas dans d'autres parties de l'Afrique subsaharienne, ce n'est pas la religion qui est le ferment de la division, c'est l'instrumentalisation de la religion par des hommes politiques et des femmes politiques qui, à défaut d'avoir le soutien de la population, parce qu'ils sont passés par des voies qui ne sont pas des voies démocratiques, cherchent à obtenir des soutiens par le biais de quelques moyens, notamment par la religion. Donc la religion n'est pas le ferment de cette division-là. Mais ils ont souvent eu le soutien d'hommes, de référents religieux. On le voit par exemple au Rwanda. Mais là, dans le contexte ivoirien, ça n'a pas vraiment été le cas. Dans le contexte ivoirien, je pense qu'il y a... Dans le contexte ivoirien, il y a un élément dont il faut se souvenir quand même, c'est le caractère laïque de l'État. Le caractère laïque de l'État ivoirien a perduré malgré ces divisions-là, et c'est dans ce contexte-là qu'il faut placer la solution des conflits qui sont nés, mais c'est aussi dans ce contexte qu'il faut accepter l'idée que nous sommes sur un continent où la spiritualité est importante, où nous avons vu tout à l'heure, tout a été dit par le chef de village, le chef de communauté, qui, pour eux, la religion et la vie quotidienne des gens, ce qui est une définition de la politique, ne sont pas séparés du tout, mais sont des facteurs de tolérance mutuelle. Et il me semble qu'en Afrique subsaharienne notamment, ou en Afrique de façon générale, nous avons des exemples fameux de religieux qui ont œuvré pour la réconciliation nationale. Songez par exemple à Desmond Tutu en Afrique du Sud. Aujourd'hui, ou plus proche de nous, nous avons une conférence des évêques d'Afrique pour la paix, la réconciliation et la justice. Et puis en Centrafrique, encore récemment, nous avons la tournée de ces deux hommes religieux. L'appel de l'imam de Bangui et l'appel également de l'archevêque de Bangui en faveur de la paix. Il me semble qu'il y a un rôle dans ce continent où la spiritualité est un élément important de la vie des gens pour que le religieux œuvre en faveur de la paix. Alors Camille, la commission dialogue, vérité, réconciliation a été mise en place à l'issue, on s'en souvient, de la crise politique. Elle était censée aider, consolider la solidarité entre Ivoiriens. Force est de constater que beaucoup critiquent cette commission. Et nous avons entendu les chefs religieux déplorer le fait qu'ils n'aient pas été plus impliqués dans cette commission. Je pense que oui, Marie-Angèle, il faudrait qu'ils soient bien impliqués et jouer ce rôle de neutralité. Donc saluer quand même que beaucoup d'États de l'Afrique subsaharienne adoptent des constitutions des États laïques. Moi, je suis un partisan de l'État laïque, y compris en Afrique du Nord, où malheureusement, dans les constitutions, il y a toujours la référence à l'islam. C'est instrumentalisé. Et là, en Côte d'Ivoire, on a toujours vécu... C'est une manière différente de voir la politique dans son ensemble. Il faut respecter peut-être les spécificités de chaque région aussi, Camille. Non, mais je pense qu'il faudrait... C'est bien que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, ou même, par exemple, au Mali, où il y a une domination de la population musulmane, qui a respect des autres parce qu'il y a des chrétiens, parce qu'il y a des animistes, mais surtout
que de laisser la religion dans un projet personnel. Chacun fait selon... Mais pour revenir à la commission Vérité et Réconciliation. Cette commission, on a vu ce que ça a donné en Afrique du Sud, ça a été positif. Au Maroc, il y a eu aussi cette commission de réconciliation, ça crève l'abcès. Je pense que les gens sont, vous l'avez dit, les gens en Afrique sont, comment dire, ils sont plus ou moins pratiquants, ils respectent la religion, donc ils écoutent. Quand on va, mais là, on va à la mosquée... Justement, ils ne sont pas associés, les chefs religieux, à cette commission. Il fallait qu'ils le soient parce qu'ils ont un rôle de médiation, parce qu'ils ont des discours à la mosquée le vendredi, dans les églises dimanche, donc ils ont un rôle d'apaisement et de rapprochement. Nous l'avons dit ici, nous l'avons dit même avant. Pour la Centrafrique, on avait dit qu'il ne fallait pas seulement le coup de fusil, mais qu'il fallait aussi la médiation des imams et des prêtres. Nadia, est-ce qu'on a réellement donné à ceux qui dirigent cette commission les cartes pour pouvoir gérer la réconciliation nationale? Parce qu'en Afrique du Sud, il y avait le facteur justice que pour l'instant, il n'y a pas en Côte d'Ivoire. C'est exactement ça. Lorsqu'on ne pointe pas de responsabilité, on n'a pas de justice. Si cette commission est là pour faire un exutoire, pour être un exutoire pour les victimes qui vont venir souvent à la barre et exposer leurs histoires, comme ça a été fait d'ailleurs au Maroc, et que en vis-à-vis, il n'y a pas ni responsabilité, ni punition, ni sanction pénale, bien sûr, la réconciliation ne se fait pas. Elle se fait, mais elle se fait un peu de manière forcée. Il reste encore des blessures. Mais pour le cas de la Côte d'Ivoire, pour savoir si oui ou non il faut intégrer des religieux, dans ce type de structure-là, oui, on y intègre la société civile. Pourquoi ne pas y mettre les représentants religieux? Mais encore une fois, à mon sens, il faut, et là, monsieur l'a dit, il faut garder quand même quelques préceptes qui dépassent toutes les religions. La séparation des différents pouvoirs, la constitution d'une administration qui soit représentée dans les régions, avoir des interlocuteurs. Ce que je veux dire, la religion ne peut pas tout. C'est-à-dire que quand on arrive, quand il n'y a pas d'eau, lorsque les canalisations sont cassées, lorsqu'il n'y a pas de structure administrative locale, on peut prier jour et nuit. Il faut bien qu'à un moment, quelqu'un décide d'y mettre l'argent et de faire des plans. Jean-François, effectivement, cette commission, donc commission Vérité Réconciliation, il y manque pour certains à la justice, et la justice qui ne signifie pas forcément condamner, inculper, mais simplement, comme en Afrique du Sud, pour certains, reconnaître ce qui a été fait devant les victimes. Oui, comme en Afrique du Sud, et comme nous l'avons connu également avec le Rwanda, où il y avait des commissions ou des tribunaux locaux dont l'objectif n'était pas de condamner et de punir, mais était que l'intéressé, en tout cas le responsable, reconnaisse devant tous les fautes qu'il avait faites. Je pense que cette dimension-là de la justice est une dimension importante. On ne peut pas faire l'impasse, on ne peut pas construire des murs solides sur du sable mouvant, et à mon avis, tant qu'il n'y a pas de justice, tant qu'il n'y a pas la reconnaissance des responsabilités des uns et des autres, quels que soient les camps, quels que soient les camps, tant qu'il n'y a pas cette clarification-là, on ne peut pas construire une réconciliation durable. Après, le reste, c'est l'œuvre de mémoire. Mais il faut absolument que la justice passe sous une forme ou sous une autre. Il appartient à chaque peuple, donc il appartient aux Ivoiriens de décider de la forme qu'ils voudront donner à cette justice-là. Elle peut être la justice que nous connaissons tous les jours, mais elle peut emprunter d'autres voies qui sont des voies plus traditionnelles, qui correspondent dans les villages, par exemple, ou dans des petites agglomérations, qui correspondent au mode traditionnel de règlement des conflits qui existent. Tout est possible. Mais il faut que la justice passe d'une manière ou d'une autre. Il y a quand même un dilemme, et là vraiment c'est une incitation à la réflexion. Au Maroc, il y a eu cette commission réconciliation, donc, mais il y a eu de l'impunité aussi, c'est-à-dire qu'il y avait des victimes qui ont dit « le commissaire qui m'a torturé », il y avait une femme, ça nous a tous touchés, une femme qui a dit « le commissaire qui l'a violée, il était là un jour dans une manifestation pour la réprimer en tant que manifestante ». Et donc c'est bien ce qu'on disait, effectivement, la justice. En Algérie aussi, il y a eu le même problème, ça s'est posé. Et le dilemme a été fort. Mais comment on a résolu ce dilemme? Ça, c'est ce qui nous intéresse. Justement, malheureusement, le dilemme, c'était un marché
un marché avec les terroristes, il faut le dire, qui ont même versé du sang, et on leur a donné des postes de commerçants pour l'Algérie, on leur a donné quelques avantages. Non mais là on essaie de trouver justement des exemples positifs et aidants à la reconstruction. L'exemple réussi pour moi, c'est ni le Maroc, c'est ni l'Algérie, c'est l'Afrique du Sud. Ça reste, parce que l'Afrique du Sud, il n'y a pas eu d'impunité, mais il y a surtout eu un travail commun pour préparer l'avenir. Merci à vous. Nous mettons fin à ce débat et nous allons rappeler les principales informations qui ont marqué l'actualité africaine. En Afrique du Sud, à peu près 200 mineurs se sont retrouvés pris au piège dimanche dans une mine d'or illégale située à l'est de Johannesburg. 24 ont refait surface et ont aussitôt été arrêtés lundi. Idem pour 3 autres et le reste refuse pour l'instant de sortir. À quelques jours de la célébration du cinquantenaire de la réunification du Cameroun, les autorités s'activent pour la réussite de cet événement. Ce mardi, une marche de réunification a eu lieu dans les 10 régions. Retrouvez-nous dans quelques minutes. Nous analyserons les enjeux de la réunion du comité intergouvernemental d'experts en République démocratique du Congo et les nouvelles perspectives macroéconomiques en Guinée.